Bonjour à tous, alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que moi je suis globalement contre l'intelligence artificielle, même si on va définir le périmètre de ça. Comme ça, ce sera plus simple que de à chaque fois repartir sur une trentaine de tweets et de me répéter. Je citerai cette vidéo, ce sera plus simple. La première chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, pour chaque outil ou chaque technologie qu'on déploie, il y a une nécessité de mesurer une sorte de balance bénéfice-risque, un peu comme pour les vaccins, pour les médicaments, c'est-à-dire donc de déterminer quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Le côté, par exemple, rapport qualité-prix, c'est une autre approche qui, pour moi, n'est pas suffisante dans l'analyse vraiment de l'IA. On ne peut pas juste dire c'est gratuit ou en tout cas pas cher, donc c'est bien. Il faut mesurer les avantages et les inconvénients. Alors quand je vais commencer par parler des avantages que je vois, je vais parler des inconvénients que je vois et même éventuellement de ceux qu'on peut prédire. Après, ça c'est mon avis actuel. Il peut y avoir des nouvelles choses, des nouveaux éléments qui apparaissent, des avantages que je n'avais pas envisagés, des inconvénients qu'on n'avait pas envisagés aussi. Et donc, mon avis peut bien sûr être amené à changer. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas dogmatique. Ce n'est pas non, je suis contre l'IA absolument. C'est juste que c'est actuellement de ce que je vois et de ce que je pense qui va se passer. Voilà. Donc, pour parler des avantages de l'IA. Alors, il y en a effectivement plusieurs, soyons honnêtes. Premièrement, l'avantage le plus évident dont on parle le plus, c'est le côté expressivité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on veut effectivement faire une photo de soi en mode Ghibli, par exemple, ou je sais pas, enfin dans n'importe quel style, on peut le faire. Là où avant, c'était pas impossible, mais finalement assez cher, à des prix qui sont un peu rédhibitoires. Si on veut faire juste une image pour s'amuser, bon, on va pas payer 20 € quelqu'un pour qu'il dessine un truc. Le côté immédiat, c'est quelque chose qui effectivement est bien. On a aussi tout ce qui est la notion de faire comment dire, un prototype. On peut vouloir, par exemple, faire une image par IA pour donner une meilleure idée à un graphiste de ce qu'on veut, qui lui ensuite peut faire une image plus propre, plus travaillée. Pareil pour la musique, pareil pour tout ce qui est un peu art. Ensuite, il y a tout le côté scientifique. Il y a un bon paquet de domaines scientifiques dans lesquels l'IA a une utilité et arrive à faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire ou qui nous prendraient beaucoup trop de temps. Donc, il ne faut pas oublier ça, et donc je ne suis pas pour un bannissement absolu de l'IA. Je ne suis vraiment pas là-dedans. Euh, Par contre, moi, au vu donc, des problèmes que ça peut poser et des dérives qu'il peut y avoir, je suis contre sa banalisation et sa démocratisation et son accès absolu pour tout le monde. C'est quelque chose qui, je pense, est plutôt mauvais. Donc pour les utilités, ben ouais, voilà, un peu de divertissement, certaines choses qu'on n'aurait pas forcément pu faire dans le milieu scientifique, mais finalement ça s'arrête un peu là. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose d'autre. Pour ce qui est par exemple de la génération d'images, on a de la rapidité, mais on n'a pas de qualité. Génération d'images, génération de musique, malgré ce que certains fans d'IA ont l'air de dire, on n'a aujourd'hui pas de générateur d'images ou d'art en général de qualité, dans le sens où tu as quelque chose qui est éditable facilement, avec des layers, avec voilà, tous les éléments qui sont séparés, avec pas de défaut, où on n'a pas voilà, des doigts en plus, ou des choses qui sont incohérentes, des bras supplémentaires. On a quelque chose qui aujourd'hui doit nécessairement être retravaillé si on veut l'envoyer vers une moindre application professionnelle. Donc retravailler, voire même recommencer en fait, en réalité. Au niveau créativité, l'IA n'en a pas vraiment, elle ne fait que copier ce qui existe déjà. On peut lui demander des choses qu'elle n'a pas forcément faites avant, qui n'ont pas forcément été faites avant, mais du coup c'est bien la créativité humaine qui est toujours à l'œuvre et non pas la créativité de l'intelligence artificielle. Donc au niveau créativité, pour moi, il n'y a, y a rien en fait dans l'intelligence artificielle. L'utilité en soi, à part pour les applications scientifiques, on est sur des choses qui sont assez triviales. Se voir en mode Ghibli, c'est rigolo, certes, mais est-ce que vraiment on a besoin de dépenser des ressources ou même de l'argent soi-même pour faire ça? Je trouve, personnellement, que c'est une perte de temps et dans la mesure où c'est aussi, ça consomme des ressources, c'est aussi une perte pour la planète. Surtout quand on voit l'échelle que ça peut prendre. C'est-à-dire,
des millions de gens qui vont simultanément se mettre à demander des images en Ghibli ou des images diverses et variées, des starter packs, etc. C'est une perte de ressources pour finalement euh, un gain qui est complètement trivial et qui est quelque chose en plus qui n'était pas impossible à faire, juste peut-être un peu plus difficile ou un peu plus long. Donc ça, c'est pour moi la première chose, c'est que finalement l'IA dans ce qu'elle produit aujourd'hui ne sert à rien, entre guillemets. Maintenant, attention, je ne dis pas que l'art en soi sert à quelque chose, c'est aussi purement du divertissement, mais l'art a aussi cette euh, euh, valeur qui est ajoutée, qui est que non seulement c'est l'expression de la créativité ou de nouvelles idées, et qu'en plus la difficulté de faire de l'art, bien que tout le monde puisse s'y mettre, hein, je veux dire un crayon ça coûte pas cher, et des instruments de musique généralement non plus, hein, donc tout le monde peut vraiment en fait en réalité se mettre à faire de l'art. Déjà de base, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle là-dedans, besoin, hein. Euh, mais donc le mince, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais l'art qui est généré, l'art en général, ce n'est pas forcément utile en soi et ça n'a pas à être vraiment utile. Mais le fait qu'il faille prendre du temps pour faire de l'art fait aussi ce qui est impressionnant. Si on a quelqu'un qui fait de l'art, par exemple, en plantant 1 million de clous dans un mur, clous de certaines couleurs, et du coup ça va dessiner une image, à la fois on peut trouver que l'image finale est belle, mais il y a aussi le processus, le fait que ça ait demandé un énorme effort, qui a de la valeur et qui nous fait nous dire waouh, impressionnant, le mec il travaille vraiment et il en arrive à faire un truc un peu impressionnant. Si c'est une IA qui génère une photo dans laquelle il y a des clous, plantes, etc., il n'y a pas eu d'effort en réalité. Ça ne prend pas plus de temps, plus d'effort que de générer n'importe quelle autre image. Donc en fait, ça casse le côté performatif de l'art, qui est quand même très important aussi. Et on peut reprocher ça déjà à la musique depuis des années. Quand on a un groupe qui vient sur scène et qui joue des instruments, qui va devoir faire un certain nombre de notes dans un certain ordre pour arriver à créer des mélodies, à générer un sens du rythme, faire danser les gens, etc. Quand ils le font directement, c'est nécessairement plus impressionnant que quand c'est une playlist Spotify. Ou quand c'est un DJ qui vient et qui fait des transitions entre les morceaux. On sait qu'on a affaire quand même à quelque chose qui est largement différent. Avec l'intelligence artificielle aussi. Donc, il y a ce côté performatif, mais il y a aussi le côté rareté. Euh, un, un, un artiste, un musicien peut par exemple sortir un album par an, 2 albums par an peut-être, et encore, il faut vraiment passer tout son temps là-dedans. Euh, c'est pas beaucoup par rapport à ce que peut faire l'intelligence artificielle, qui peut littéralement générer 10 albums par jour, de moindre qualité, mais 10 albums par jour. Est-ce que vous pensez vraiment, par exemple, que si on avait, vous prenez un groupe que vous aimez bien, genre peut-être Pink Floyd par exemple, si vous aviez 10 albums de Pink Floyd par jour, donc générés par IA, est-ce que vous les écouteriez tous? Je ne pense pas. Et donc, si on a plein de gens qui commencent à faire de l'art avec de l'IA, qui va regarder toutes ces images? Qui va écouter toutes ces musiques-là? C'est une masse qui est déjà beaucoup trop grande. On a déjà une masse énorme, gigantesque de musique. Il y a plus de musique qui sort chaque jour qu'on ne peut en écouter, déjà. Donc quel était le besoin, en fait, en réalité, de générer de la musique et des images encore automatiquement à une aussi grande échelle? Il n'y a pas grand intérêt. Et si en plus il n'y a même pas le côté performatif de ah ouais, ton style il est intéressant, tu as créé quelque chose qui n'avait jamais été vu, tu as dû travailler pour le faire, quel intérêt ça a? Moi, ce que je réponds généralement quand on me dit tiens, lis ce texte qui a été écrit par ChatGPT, tu vas voir, c'est pas mal. Moi, je réponds écoute, je demanderai à ChatGPT de le lire à ma place. Enfin, je veux dire, je vais pas perdre mon temps à lire quelque chose que tu n'as pas perdu ton temps à écrire, que tu n'as pas pris ton temps à écrire. Enfin, je ne vois pas pourquoi j'investirais du temps dans une œuvre d'art pour laquelle aucun temps n'a été investi. Je ne vois absolument aucun intérêt. Là, en général, on en avait déjà largement assez. On a largement assez de musiciens, largement assez de graphistes. Il n'y en avait pas vraiment besoin. Ça, c'est mon premier argument. Deuxième argument, il y a les conséquences sur ce qui est apprentissage. On voit déjà actuellement qu'il y a beaucoup de jeunes qui se servent de ChatGPT comme Google. Voilà. Et ne posent plus la question à Google pour ensuite aller chercher la réponse dans différents documents, éventuellement peut-être sur Wikipédia, peut-être sur d'autres
de site web, il pose des questions à ChatGPT qui va, soi-disant, aller chercher la réponse là où il faut. Alors en fait, ChatGPT n'est pas vraiment connecté à Internet. Il ne va pas faire de recherche. Il a des données sur lesquelles il a été entraîné. Il sait donc certaines choses, mais il ne sait pas tout. Et surtout, ChatGPT ne sait pas, des fois, faire la différence entre le vrai et du faux. Il y a un tweet à un moment qui m'avait marqué, quelqu'un qui disait, de manière un peu sarcastique évidemment, c'est marrant parce que quand je pose une question à ChatGPT, si je connaissais pas la réponse, je trouve que c'est vachement bien, et si je connaissais déjà la réponse, je trouve que c'est à chier. Quand on constate ce genre de choses-là, il faut se poser la question. Il faut se poser la question, effectivement. Moi, les quelques fois effectivement où j'ai pu demander à ChatGPT des informations sur la musique, qui est un peu ma spécialité, ou sur l'informatique, je suis assez atterré par les réponses. Hein. C'est souvent assez loin de la réalité. C'est souvent pas du tout correct. Mais par contre, effectivement, si je demande, tiens, la bataille de Soissons, qu'est-ce que c'est? Moi, j'y connais rien. Il va me répondre des trucs et je vais me dire, ah ouais, intéressant. Mais j'en sais rien, j'ai aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Donc, les jeunes qui sont en pleine formation, s'ils posent leurs questions à ChatGPT et qui sont vraiment à la recherche d'informations, ouverts, la question c'est est-ce qu'ils vont pas se remplir la tête avec des idées qui sont juste complètement fausses, avec des raisonnements qui sont complètement mauvais. Et puis même, pourquoi apprendre si on a une intelligence artificielle qui répond directement à toutes les questions? On a déjà vécu ça dans ma génération, il y avait ce côté, pourquoi apprendre les tables de multiplication? J'ai une calculatrice. Bah ouais, mais de temps en temps, il y a besoin de faire une multiplication vite fait. C'est quand même mieux de ne pas sortir les calculatrices. Pour moi, faire 6 fois 7 égale 42, c'est plus rapide que de me demander combien ça fait 6 fois 7, de sortir mon portable et d'aller vérifier. Donc c'est quand même important d'être capable de faire des choses. Et d'ailleurs, je rajoute qu'avec chaque outil qui existe, on doit se poser la question de qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que je perds. Parce que chaque outil qui ajoute quelque chose de pratique, ajoute aussi une perte, quelque part, nécessairement. Par exemple, dans le téléphone, il y a tous les numéros de téléphone enregistrés de tous mes amis. Donc ça c'est bien, ça veut dire que je n'oublierai pas les téléphones des gens et que voilà, je peux les retrouver facilement. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que si je perds mon téléphone, je n'ai plus aucun numéro. Parce qu'avant, je les connaissais par cœur, avant d'avoir tout ça, on connaissait les numéros par cœur, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné la liberté de ne pas avoir à retenir le numéro, mais ce qu'on a perdu, c'est la capacité à retenir le numéro. Alors pas forcément la capacité, mais en tout cas le réflexe de devoir retenir les numéros. Et donc aujourd'hui, on ne connaît plus les numéros de téléphone. Et de temps en temps, quand on se retrouve dans la merde, c'est-à-dire on a un accident et notre téléphone ne marche plus, on se dit, ah c'est con, si je m'étais rappelé le numéro de ma mère, ou de ma femme, ou de ma copine, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Bon. Et donc là, avec l'intelligence artificielle, la question sur l'apprentissage, on y gagne le fait de ne plus avoir à chercher. Ok. Est-ce qu'on n'y perd pas aussi la capacité à justement retenir des informations et à se former notre avis nous-mêmes? Et ça, je ne pense pas que ce soit bon. Je ne pense pas que ce soit bon. Ensuite, on pourrait parler, un troisième argument qui est plus léger, j'ai noté là, du coup, conséquences par les mêmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On sait que pour tout ce qui est image sur Internet, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que la photo de quelqu'un peut devenir un mème, et même s'il s'oppose fermement à ce que sa photo soit utilisée, ça, voilà, ça ne va rien changer. Sa photo sera utilisée, il sera transformé en mème si le peuple le décide, et c'est comme ça. Bon. Et ça, déjà, c'est effectivement quelque chose qui est pas anodin. C'est un comportement d'Internet qui est pas forcément très bien. On peut citer, il y a des gens qui sont très touchés par ça. On peut citer Michael Rosen, par exemple, qui est la personne qui a fait qui fait le nice, comme ça. Lui, de base, il raconte des histoires pour les enfants. Il avait absolument aucune envie de gagner cette notoriété-là, et il se plaint fréquemment que des gens viennent le voir dans le bus pour lui demander de dire nice en regardant la caméra, et que ça le fait chier. Tu vois. Bon, pareil avec la personne qui a dessiné Pepe the Frog à l'origine et qui est atterrée par l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, qui dit que voilà, ça est complètement sorti de son contexte et surtout sorti de ses idées à lui. Pepe the Frog étant énormément utilisé par la droite, voire l'extrême droite américaine, pour exprimer certains concepts, alors que lui, il n'est pas du tout dans ce style-là. Donc déjà, il y a une certaine souffrance. Mais si en plus, on peut avoir des mèmes qui sont faits automatiquement avec l'intelligence artificielle, euh, sans aucune implication, c'est-à-dire sans devoir sortir Photoshop, faire un petit montage, mettre un peu de texte, mais qu'on peut le générer comme ça,
ça devient vraiment open bar. Là, on peut le voir par exemple avec Ghibli. Bon, si avant, tu avais envie de prendre une scène de Ghibli et d'en faire un mème, bon, tu pouvais, mais ça restait un dessin fait par Ghibli. Un dessin qui a été validé par Ghibli. Ils se sont dit, ça c'est bien, c'est de la qualité, on le sort dans notre film. Ils peuvent s'opposer à ce que leur truc soit détourné et utilisé dans un mème qu'ils n'approuvent pas, mais au moins l'image reste intacte. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand Internet est rempli, spammé en fait, d'images qui ressemblent à du Ghibli mais qui n'en sont pas, euh, le jour où ces images-là deviennent ringards, ce qui est déjà le cas en fait, en à peine un mois, et ben en fait, ça rejaillit sur aussi leur dessin animé, sur leur truc à eux. Ils peuvent dire, attendez, avant on était cool et depuis que ils ont fait leur filtre à la con, et ben maintenant notre style il est considéré comme dépassé, tu vois. Donc c'est pas cool. Si tu as une photo de quelqu'un qui est reprise comme un mème et qui est monté dans différentes situations, etc. Avant, il fallait faire un petit montage. Si maintenant c'est fait par IA et que le mec il est dans des milliers d'images insultantes, dégradantes pour lui, bah voilà. Et si en plus on en fait une version dessinée pour dire non, 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 c'est pas toi, donc tu peux pas nous faire un procès, mais par contre tout le monde sait que ça fait référence à lui, ça peut avoir des grosses conséquences. Déjà, la notion de mème, la notion de viralité sur Internet a des conséquences énormes. Avec l'intelligence artificielle, on ne peut qu'imaginer que ça va être de pire en pire. Donc, est-ce que j'ai envie de participer à ça? Ben, pas vraiment. Donc, bon. Ensuite, il y a la notion, le quatrième argument, ce serait la notion de boulots qui sont impactés par ça. Donc, c'est-à-dire que les graphistes, les musiciens, les publicitaires, éventuellement, enfin, il peut y avoir un certain nombre de gens. Même les informaticiens, les développeurs sont déjà touchés par ChatGPT. Alors, évidemment, ce qu'on va me dire, c'est oui, mais à l'époque où les opérateurs téléphoniques ont disparu, t'as rien dit. Alors, effectivement, effectivement, je n'ai rien dit, déjà parce que j'existais pas, mais surtout, je n'aurais rien dit. Parce qu'il y a une énorme différence. Renseignez-vous un peu sur justement les opérateurs téléphoniques, ce qu'ils sont devenus. Déjà, ils ont été remplacés progressivement, parce que quand c'est dans la vie réelle, tu dois acheter une machine qui va répondre au téléphone ou qui va rediriger. Donc tu dois prendre le temps d'installer toute l'infrastructure. Et pendant tout ce temps-là, tu as le temps de rediriger ces gens-là vers d'autres métiers. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, c'est tout d'un coup, c'est arrivé, ça génère des images, ça génère des trucs, et c'est un changement qui est quasi immédiat. S'il n'y a pas d'objet dans la vie réelle qui doit être acheté, qui doit être produit, qui doit être mis en place, la transition est beaucoup plus rapide, et donc l'adaptabilité des personnes dont le métier va être touché est forcément beaucoup moins grande. C'est beaucoup plus difficile. Et ensuite, surtout, le travail d'opérateur téléphonique n'est avant tout pas un travail de passion. C'était un travail, un travail alimentaire, quoi. Alors peut-être que certains étaient passionnés. Hein. Désolé si vous étiez passionné d'être opérateur téléphonique, mais c'est avant tout un travail alimentaire, un travail voilà, qu'on fait comme ça. Alors que le métier d'artiste, c'est déjà un métier qui est en crise, mais que des gens font parce que c'est leur passion. C'est avant tout un métier passionnel. On ne peut pas, je pense, devenir musicien si on n'est pas passionné par la musique. Personne ne va jamais se dire bon, j'ai envie de me faire un peu de fric, bon, allez, je vais m'acheter une guitare et puis je vais devenir guitariste. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'aime pas la guitare, mais bon, je vais m'y mettre parce que ça rapporte du fric. Non, ça n'existe pas. C'est déjà quelque chose où on est dans de la passion. Et c'est déjà un secteur qui est en crise, en fait. Ça fait des années que les musiciens ne peuvent pas gagner leur vie avec la musique, à quelques rares exceptions près. La vie d'un musicien lambda, moi je peux vous le dire puisque je suis entre autres musicien et informaticien, justement, parce que je ne peux pas vivre de la musique, c'est de jouer dans des bars qui te proposent 50 euros et 2 bières pour la soirée. Tu fais un concert par semaine au mieux, et donc ça c'est si tu bouges un peu, parce que 4 concerts dans la même ville, tu vas pas y gagner. Donc quoi, ça te fait 200 euros par mois. Ce n'est largement pas assez. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'en sortent mieux, mais pour la majorité des musiciens, on est sur ce genre d'ordre de grandeur. C'est donc déjà des métiers qui sont menacés. Pour tout ce qui est musicien sur Internet, musicien de session, enregistrement à distance, il y a plein de gens qui vont en permanence essayer de baisser les prix, qui vont venir te dire oui, mais toi c'est ta passion, donc tu peux faire ça gratuitement. On est déjà quelque chose qui est précarisé. Et alors en fait,
Là, on vient nous dire, oui, mais voilà, c'est un métier comme un autre, donc vous allez être remplacés comme l'ont été les opérateurs téléphoniques, comme l'ont été les gens dans les usines, etc. Et puis c'est comme ça, et vous allez faire comme tout le monde. Euh, oui, ok, donc là, vous nous considérez comme un métier comme tout le monde. Par contre, quand il faut dire qu'il faut payer les musiciens, donc payer un CD, payer un vinyle, payer Spotify, pas 10 euros, parce que c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Regarder les pubs sur YouTube pour que les musiciens touchent de l'argent, qui n'est pas suffisant non plus, payer les concerts, etc. Alors là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le nombre de gens, quand on dit que la concert est à 5 euros, que la place de concert est à 5 euros, qui me disent ah ouais, mais j'ai que 2 euros, est-ce que je peux rentrer quand même? Tu vas me dire non, dégage de là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, c'est. Donc, notre métier est déjà pas considéré comme un vrai métier. On est considéré comme des amuseurs publics, voilà, des gens qui vont nous divertir, mais pas comme des gens qui travaillent. Alors que c'est quand même beaucoup de travail. Et donc là, maintenant, nous dire, ouais, bah, de toute façon, vous allez être remplacé, et puis c'est un travail comme un autre, donc va falloir vous adapter, ben, on peut pas. Tout ce qui va se passer, c'est que finalement, il y a plein de gens qui vont arrêter d'être musiciens, arrêter d'être artistes. Alors ce qu'on va me dire, c'est oui, mais si tu es vraiment, si tu fais vraiment de l'art qui est bien, tu vas pas être remplacé par l'IA. L'IA va remplacer tous les mauvais musiciens, les mauvais graphistes, etc. Alors oui, effectivement, mais il faut bien comprendre quelque chose. Euh, Même des musiciens qui sont musiciens à temps plein, les musiciens qui ont un groupe qui est vraiment excellent, dans lequel ils sont créatifs, dans lequel ils font des choses qui n'ont jamais été vues, virtuoses, etc., ont pour la plupart d'autres groupes bien plus mauvais, dans lesquels ils font de la musique très populaire et qui leur demandent zéro effort. Parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont gagner du fric, en réalité. Donc, si tu remplaces la musique mauvaise ou la musique un peu populaire ou un peu déjà vue, un peu trop classique, un peu trop normale par l'IA, tu leur enlèves finalement leur gagne-pain, puisque la musique de niche ne rapporte rien, virtuellement rien. Voilà, il faut bien comprendre ça. Et ensuite, en plus, quand on est euh, artiste, au début, on ne fait pas forcément de la qualité, on se forme petit à petit. On se forme, on essaye. Au début, on commence tous par faire de la merde. Moi, j'ai commencé par des groupes où on faisait des reprises de Hotel California qui étaient exécrables, et des trucs comme ça. Et ben voilà, mais c'était pour commencer, c'était pour m'habituer à la scène, m'habituer à jouer avec des gens, m'habituer à jouer en groupe, m'habituer aux enchaînements d'accords, etc. Donc on a besoin aussi au début de pouvoir faire ça. On a besoin de pouvoir dire, regardez ce que j'ai fait, et que les gens disent, ah ouais, c'est pas mal, c'est un bon début, mais tu peux progresser vers là. Si on est noyé au milieu d'une masse de contenu généré par intelligence artificielle, quel, quel intérêt de s'y mettre? On ne naît pas en étant musicien. Il faut que vous sortiez cette idée de la tête que les gens qui sont talentueux ont de la chance. Personne, personne n'a de la chance. Aucun musicien, aucun artiste, aucun peintre n'a eu la chance de naître avec un pinceau dans le cul ou une guitare. Ça n'existe pas. C'est juste du travail. Et ça passe donc par des années où on est encore en formation. Et si pendant ces années-là, on n'a aucun moyen de faire quelque chose, de gagner un peu, de dire voilà, on fait un concert de musique un peu classique, un peu mauvaise, mais on fait ce qu'on peut pour l'instant pour ensuite faire peut-être du mieux, il n'y aura plus de bons musiciens. On n'aura plus cette possibilité-là, il n'y aura plus de bons musiciens non plus. Et déjà, on voit que ça réduit. Il y a tout un tas de gens qui se plaignent que la musique était mieux avant. Ok, réfléchissez-y, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et avant? Bah, aujourd'hui, la musique, elle te coûte 10 euros par mois. Avant, c'était 20 euros le CD. Je veux dire, il n'y a plus d'argent qui est envoyé là-dedans. Comment est-ce que vous voulez que les gens, que les musiciens s'y retrouvent? Ou que les peintres s'y retrouvent? Que les artistes graphiques s'y retrouvent? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et on a besoin de pouvoir gagner déjà un peu d'argent, même quand on fait des trucs pas merveilleux, pour pouvoir ensuite avoir le temps de s'investir dans notre passion pour faire encore mieux et proposer des choses merveilleuses. C'est c'est- c'est juste mathématique. Donc dire oui, c'est des boulots perdus, c'est comme ça, et ça a toujours progressé, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, pour les opérateurs téléphoniques, il y avait un plan. Par exemple, c'était des fonctionnaires. Donc, ils ont pu être envoyés vers de la saisie de documents, ou vers du secrétariat, ou vers le fait de répondre au téléphone pour rediriger vers le bon service, etc. Mais là, en tant que graphiste, on va vers où? En tant que musicien, on va vers où? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce que on se reconvertit? C'est, il n'y a pas d'équivalent, et surtout que c'est soudain. Tout d'un coup, l'IA arrive, et voilà.
Bon. Et ensuite, le dernier argument que j'aurais, qui ça est plus de la spéculation, mais c'est pas de la grosse spéculation quand même, c'est par rapport à un phénomène qui est très connu, qui s'appelle l'enchitification d'Internet. L'enchitification, c'est ce qui consiste à, en fait, il y a des plateformes qui se créent, des services qui se créent, qui sont très très bien, auxquels tout le monde adhère, tout le monde s'y met, voilà. Et puis en fait, petit à petit, une fois que tous les gens sont bien dedans, que ça devient vraiment très répandu, très normal d'utiliser cette plateforme-là, que tout le monde l'utilise, là, le service va drastiquement baisser en qualité et monter en prix. Donc, si on prend des exemples, on peut avoir Facebook, qui au début, bah, c'était, tu as des nouvelles de tes potes, et maintenant c'est devenu, tu as des pubs en boucle et des publications de groupes auxquels tu n'as rien demandé, auxquels tu t'es pas abonné, etc. Donc, je veux dire, c'est vraiment beaucoup moins bien qu'avant, hein. Ensuite, bon, Twitter, bon, c'est, c'est, c'est autre chose, ça a juste changé complètement parce que Elon Musk a dit maintenant on va changer. YouTube, avant, bah, il n'y avait pas une seule pub. Alors ok, les youtubeurs ne pouvaient pas forcément gagner leur vie, mais il y a eu une période où tu pouvais être payé par YouTube et il n'y avait pas encore de pub, ou pas autant envahissante qu'aujourd'hui, il n'y avait pas encore de placement de produits, etc. On peut compter aussi Netflix. Netflix avec son catalogue qui diminue tout le temps et le prix qui continue à monter. On peut citer quoi encore? Airbnb, qui au début c'était quand même vraiment bien. Tu pouvais trouver un appartement, une maison facilement pour tes vacances. Et aujourd'hui c'est super cher, c'est plus cher qu'un hôtel et tu as plein de contraintes. Uber, qui avant était moins cher qu'un taxi et maintenant c'est plus cher qu'un taxi, maintenant que les taxis sont en PLS. Hein. Uber Eats, où au début c'était bah, vachement bien, tu pouvais avoir de la bouffe n'importe où et maintenant tu te tapes des frais mais complètement de l'espace. Je veux dire, Uber Eats, si je prends un menu à 16 € au McDo, par Uber Eats, c'est 25 €. Mais c'est un délire. Moi, j'étais livreur de sushi avant. La livraison était gratuite, les gars. Gratuite. Zéro. 0 €. Zéro. Le restaurant payé pour livrer. Voilà. Donc là, c'était gratuit. Nous, on avait un salaire qui était bien plus conséquent que les gens de Uber Eats aujourd'hui. Les restaurants payaient moins. Parce que là, les restaurants sur Uber Eats, c'est 20% de leur bénéfice qui va à Uber Eats. Et les clients payaient moins. Donc ça veut dire que ça arrange moins les clients, moins les livreurs, moins les restaurants. Qui gagne? Uber Eats. Super. Vraiment, super cette plateforme. Hein. Génial. Enfin, il y a tout un tas de plateformes comme ça qui sont devenues de moins en moins bien. L'IA, au bout d'un moment, va finir par tomber là-dedans. Pour une raison toute simple. Aujourd'hui, l'IA n'est pas rentable. Il n'y a pas assez de gens qui payent ChatGPT pour que ce soit rentable. Voilà, ils sont encore dans une période où c'est tant pis, on n'est pas rentable, on perd de l'argent, mais on y va, on y va, on y va. On veut gagner la course, on veut être le top, on veut être la référence. Comme YouTube maintenant c'est devenu la référence, alors qu'à une époque, bah, Dailymotion et YouTube se tapaient dessus. Aujourd'hui, Dailymotion c'est mort, hein. Mais pendant un bon moment, ils étaient à égalité. Donc là, ils veulent tous être l'IA par défaut, machin, celle que tout le monde va utiliser. Et une fois que ce sera le cas, une fois que les autres auront été annihilés parce qu'ils auront dépensé tout leur argent dans le fait de faire tenir des serveurs et qu'ils auront plus un rond à y mettre dedans et qu'ils seront obligés de fermer, et bien là, on assistera à l'enchitification de l'IA. Euh, et, euh, et donc, on sera coincé, addict à ce truc-là, et coincé avec un système qui sera de plus en plus pourri. Alors, en plus, comme on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'en fait, l'enchitification passe beaucoup par de la pub. Donc maintenant, imaginez-vous ça. Vous demandez à ChatGPT quelque chose, et pour obtenir votre réponse, il faut que vous regardiez une pub de 10 secondes. Vous avez envie de ça? Moi pas, hein, personnellement. Non. Imaginez-vous aussi que quand vous posez une question, certaines marques puissent payer pour être plus souvent suggérées. Donc par exemple, vous demandez c'est quoi, comment est-ce que je peux monter un meuble, machin, tout ça, et on vous suggère d'aller acheter de la super glue de la marque UHU parce qu'elle est vraiment très bien, elle est vraiment meilleure. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez envie de ça? Moi, pas du tout. Et je pense que c'est ce vers quoi on va aller. Parce qu'à un moment ou à un autre, si on veut que l'IA soit rentable, parce que là, elle ne l'est pas du tout, eh bien, il va falloir faire appel aux annonceurs et donc faire des pubs dans l'IA. Pas juste sur le site, mais des pubs qui vont aller à l'intérieur. À partir de là, quand vous avez tous les enfants qui vont commencer à apprendre, enfin qui commencent déjà en fait, à apprendre la vie avec l'IA, à poser toutes leurs questions à l'IA, quand il y aura NordVPN et, tout, et compagnie là, qui vont commencer à payer l'IA pour être suggérés, je veux dire, on va avoir des gamins qui vont être persuadés que ouais, NordVPN, c'est je trouve que c'est une très mauvaise chose. Et en fait, tout ça, c'est parce que sur Internet, on n'a pas cette obligation de
enfin cette interdiction même de ne pas vendre à perte. Dans le monde réel, si tu fais un produit qui est bien, etc., un produit physique, tu vois, et que tu veux le vendre, tu n'as pas le droit de vendre ton produit à perte. Voilà, c'est interdit parce qu'on considère que c'est une pratique commerciale qui est déloyale. En fait, forcément que tu vas passer devant tes concurrents si tu vends à perte et que tu vas les tuer et qu'après tu pourras remonter le prix. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Mais sur Internet, comme ce sont des produits numériques qui n'ont pas d'existence réelle, eh bien cette règle-là n'existe pas. Mais en réalité, elle devrait être tout aussi illégale parce que elle est tout aussi déloyale. Elle est tout aussi déloyale. Euh, en plus, il y a très peu de législation. Mine de rien, Internet reste quand même un peu la jungle. Moins qu'à l'époque du téléchargement illégal, où c'était vraiment, vraiment, vraiment la jungle. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des entreprises qui peuvent décider de sortir un produit qui change potentiellement l'entièreté de la société, comme ça. Si vous regardez par exemple Facebook, bon, bah, Facebook, ça a quand même changé énormément la société. Il n'y a aucune instance gouvernementale qui a été dépêchée pour étudier les conséquences à court terme, à long terme, et si c'était une bonne chose. Contrairement à quand des produits physiques sortent. Le premier site de Mark Zuckerberg avant Facebook, par exemple, c'était un site où il avait pris le trombinoscope de son université, il avait récupéré toutes les filles, et sur le site, il y avait les photos des filles, il pouvait noter belle ou moche, et ça faisait une note sur des étoiles, etc. C'est une saloperie. C'est super humiliant. Évidemment, on le sait. S'il avait voulu faire ça dans la vie réelle, il aurait fallu quoi? Il aurait fallu qu'il fasse des affiches dans la rue, et puis qu'il mette en place des stylos, des gens qui surveillent, qui comptent le nombre de votes, qui ensuite vont faire un rapport pour donner. Bon, ça n'aurait aucun sens, d'accord, mais quelqu'un serait venu voir et aurait dit bah, non, 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 on va pas faire ça, on vous autorise pas à faire ça, monsieur Zuckerberg. En fait, c'est parce que c'est réel, on le voit, c'est dans la vraie vie. Dans Internet, il y a toujours eu ce côté, ouais, mais c'est pas vraiment réel, c'est numérique. Mais c'est réel. Internet, aujourd'hui, c'est réel. C'est plus réel que jamais. On ne peut plus avoir ce genre de choses-là. On ne peut plus avoir ce genre de choses-là. Facebook sort, ça a modifié l'entièreté des relations sociales. Est-ce que vous pensez que ça les a modifiées en bien? Sur certains points, oui. Mais sur beaucoup d'autres points, non, quand même. Twitter, pareil, il y a beaucoup de haine qui vient de Twitter, beaucoup de choses néfastes qui sont venues de Twitter. 4chan, 4chan, quoi. Je veux dire, bon, la réputation de 4chan est suffisante déjà pour justifier que il faut faire un peu attention à ce qu'on fait sur Internet, attention à ce qu'on autorise. Et donc là, l'intelligence artificielle, il faut étudier absolument quelles seront les conséquences à court terme et à long terme pour ne pas créer des problèmes ensuite sociétaux graves. Et je pense que tout ça n'a pas été assez bien étudié et qu'on peut rapidement voir qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui, qui ne sont pas bien. En fait, et donc pour revenir sur le côté balance bénéfice-risque au début, si on le prend, on a d'un côté donc de la balance, on peut faire des images un peu rigolotes, un peu facilement, se divertir, participer à des trends un peu comme ça, sympa, ok, très bien. On a aussi des applications scientifiques qui, elles, sont très importantes et qui font avancer les choses, très bien, super. Bon, mais de l'autre côté de la balance, on a plein de boulots qui vont disparaître avec aucune perspective d'arriver à les remettre, ces gens-là, dans un autre travail. Ensuite, on a potentiellement du harcèlement généralisé à travers des deepfakes, à travers des mèmes divers et variés. On a potentiellement l'apprentissage de tous les enfants qui est complètement impacté. On a potentiellement, une fois qu'on est complètement addict à l'intelligence artificielle, la pub qui vient encore s'immiscer et les entreprises qui viennent encore nous rentrer dans le cerveau pour nous pourrir la tête avec leurs conneries. Moi, je pense que la balance ne penche pas du tout en faveur de l'IA. Clairement, les conséquences sont beaucoup plus graves. Et j'ai encore pas parlé d'un truc aussi. C'est encore une fois la concentration des richesses, qui est un problème général, qu'on voit bien aujourd'hui avec certains milliardaires. Si tu payes un graphiste pour faire une image de toi en mode Ghibli, bon bah tu lui files 10 balles, voilà, il a gagné 10 balles. Ok, ouais, peut-être pas 10, peut-être 20, peut-être 50, bon, il a gagné 50 balles. Alors que là, en fait, même si tu payes ChatGPT pour faire ton image de toi en Ghibli, ben, tout va à OpenAI. Donc en fait, on a une entreprise privée qui vient impacter la société entière avec des choses qui potentiellement vont détruire l'environnement, l'apprentissage, la psychologie de certaines personnes, les boulots de plein de gens, et tout ça pour récupérer tout l'argent pour eux qui ne vont jamais redistribuer et les mettre
dans les poches d'un grand patron. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que je soutiendrais ça? Pourquoi est-ce que je soutiendrais ça? Moi, ce que je préconiserais personnellement, c'est soit donc une limitation de l'intelligence artificielle aux domaines dans lesquels elle peut vraiment apporter quelque chose, donc pas du divertissement, mais quelque chose de vraiment utile. Bannir ça complètement de l'art parce qu'on a déjà assez d'artistes, on a déjà assez d'art, assez de contenu pour des milliers d'années. Je veux dire, vous pourrez jamais tout consommer, c'est impossible. Donc bannir ça complètement de l'art pour protéger les artistes, pour qu'on puisse toujours avoir vraiment des artistes humains et des nouveaux styles qui se créent, etc. Et euh, ou alors imposer à ce que quand l'intelligence artificielle se fait de l'argent euh, aux dépens d'un artiste, donc c'est-à-dire qu'elle a copié son art parce que Ghibli n'a pas reçu de lettre de demande pour que leur film soit envoyé à ChatGPT. Hein. Ça a été fait sans leur approbation, en réalité. Hein. Enfin, je pense que vous vous en doutez. Bon. Donc, si le truc a été fait aux dépens de quelqu'un, eh bien, il faudrait que, en fait, l'argent qui a été gagné par l'entreprise soit redistribué. Ce qui n'arrivera pas. On n'arrivera jamais à faire une loi comme ça. On n'arrivera jamais à légiférer. Alors maintenant, évidemment, on va me dire, oui, mais l'IA, elle est déjà là, elle va pas disparaître, et il faut faire avec, et c'est comme ça. Alors, je suis pas forcément d'accord, je vais y revenir après. Il y a un deuxième argument que j'ai entendu de temps en temps par rapport à la qualité de l'IA. On me dit oui, mais l'IA aujourd'hui, elle est encore assez balbutiement, ça fait pas si longtemps, la courbe elle est exponentielle, donc ça va être de mieux en mieux et on va pouvoir automatiser tous les boulots et donc rester tranquille chez soi. Alors, premièrement, une courbe qui fait comme ça, on n'est pas sûr que ce soit une exponentielle. Ça peut tout à fait être une courbe qui fait comme ça aussi, avec un grand plateau là, parce que en fait l'IA elle progresse pas quand on l'utilise, elle progresse quand on lui donne des données en plus. Quand on commence à avoir donné un peu toutes les données qu'on avait, c'est difficile d'aller plus loin. Et on commence déjà à atteindre ce genre de limite là. On commence déjà à avoir finalement des nouvelles versions qui sont pas tant meilleures que les anciennes en fait. On est déjà un peu dans cette situation là. On le voit déjà venir. Tous les experts ont tendance à s'accorder un peu là-dessus. Ensuite, le deuxième truc, c'était. Je sais plus. Oui, remplacer tous les boulots. Alors, remplacer tous les boulots, c'est une utopie. C'est une utopie complète. Parce que si tu remplaces tous les boulots par de l'IA ou de la robotique, c'est forcément, avec la robotique, justement, ce sont des objets réels. Donc, il faut produire. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un moment où il y a un travail qui n'a pas encore été automatisé et tout le reste qui a été automatisé. Et dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Si ce travail n'a pas été automatisé et qu'il est nécessaire, il faut que quelqu'un le fasse. Donc tu ne peux pas ne pas payer les gens à le faire, parce que sinon personne ne va le faire. Mais tu ne peux pas donc payer les gens qui font rien à rien faire. Sinon, les gens ils vont pas aller travailler, ils vont pas aller faire ce travail-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un chômage à 99,99% et pas du tout assez d'argent pour les autres, quoi. Ou alors on a ce boulot-là qui est indispensable, qui n'est pas fait. Et ça, en fait, ça n'arrive pas au dernier travail, ça arrive déjà bien avant. Donc en fait, cette utopie où on a tout automatisé est précédée d'une période gigantesque de dystopie complète, où en fait, il n'y a plus assez de boulot pour nourrir tout le monde. Il n'y a plus assez de boulot pour que les gens aient de l'argent, et on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, parce que si tu donnes de l'argent à tout le monde, les autres boulots ne seront pas faits. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Et ça, sans parler du fait que le côté, oui, oui, tout le travail est fait automatiquement, et ensuite, nous, on chill. Bon, regardez ce que vous faites quand vous êtes en vacances. Vous savez très bien que vous ne faites absolument pas ce que vous seriez censé faire. Voilà, les trucs que vous vouliez lire ou que vous vouliez regarder, etc. Vous passez du temps sur votre canapé à regarder YouTube. Vous le savez aussi bien que moi. Et vous avez la flemme. Imaginez-vous une vie entière comme ça. Moi, j'en ai pas envie. Si je pouvais bosser moins, je bosserais moins. Mais je pense que la frustration génère aussi l'envie de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille. Donc, c'est important. Euh, donc, je pense que... et le fait, voilà, le dernier argument, c'est l'IA est déjà là, il faut faire avec. Je ne suis pas foncièrement d'accord avec ça. Le but
de l'humanité, la raison pour laquelle on vit en société et pas chacun de son côté, c'est pour réunir nos forces et transcender notre nature humaine. Parce que moi, en tant qu'humain tout seul, je peux pas chasser un bœuf, je peux pas tuer une vache, enfin, je peux pas me nourrir en fait. Tu vois, en tant qu'humain tout seul. C'est que ensemble qu'on arrive à faire quelque chose. Et on a fondé une société extrêmement complexe dans laquelle on arrive, avec la notion d'argent, à rediriger un peu, à faire en sorte que majoritairement les gens ils aient de la bouffe. Ce qui déjà n'est pas vraiment le cas. Mais c'est le but. On essaie de faire ça. Le but de tout ce qu'on fait doit être la garantie de la survie de l'espèce humaine. Si on fait un truc qui tout d'un coup tend plutôt à annihiler l'espèce humaine, bah, faut pas le faire. On peut tout à fait décider. Hein, on est maître de trucs. L'IA, elle est existante, on peut tout à fait revenir en arrière. Il n'y a rien qui empêche l'humanité de le faire. Ou effectivement, on peut dire, il y a des gens qui ne le feront pas parce que c'est des connards ou parce qu'ils veulent gagner l'ascendant, etc. Mais ce n'est pas impossible. Et ensuite, même si quelque chose est effectivement présent, effectivement bien là, on peut tout à fait être contre, et surtout contre les dérives que ça impose. Ce n'est pas du tout incompatible. Et il faut justement, il ne faut pas prôner le retour en arrière ou l'immobilisme absolu, mais il faut toujours se trouver dans un espèce de juste milieu. On ne peut pas dire on accepte toute la nouvelle technologie parce que c'est nouveau, c'est bien, ça peut tout faire plein de trucs, ni dire non, non, on reste exactement comme dans les années 30 et on touche à rien parce que voilà, on ne peut faire ni l'un ni l'autre. La réponse, elle est souvent au milieu. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que l'IA, si ça peut nous aider, dans toutes les applications où ça peut nous aider à progresser en tant qu'humanité, faire des découvertes mathématiques, faire des découvertes scientifiques qui permettent de créer de nouveaux matériaux, de créer des nouvelles choses, de nouvelles habitations, des nouveaux concepts, etc. Pourquoi pas, bien sûr. Mais tout ce qui consiste à finalement ne rien créer à part une masse gigantesque d'art informe qui n'intéresse personne, parce qu'en réalité, vous ne passez pas plus de 5 secondes à regarder du contenu fait par IA, ça ne vous intéresse pas, vous le savez. Je veux dire, ça n'intéresse personne en réalité. Et donc ça, aux dépens de gens qui éventuellement pouvaient faire un peu leur beurre là-dessus, et encore, c'était déjà pas fou, eh bien je trouve que c'est une très mauvaise idée. Donc voilà. Voilà les raisons pour lesquelles je suis contre l'intelligence artificielle en règle générale, même si, comme je l'ai dit, il faut avoir un juste milieu et il faut savoir prendre ce qui est bon pour nous. Ce que je dis avec l'IA, c'est prenons ce qui est bon pour nous. Et est-ce que la génération de photos de profil en contenu Ghibli est bon pour nous? Bah, pas vraiment. Est-ce que c'est mauvais pour certains? Oui. Est-ce que donc on va le faire? Bah, il faut pas. Voilà, c'est tout. Et désolé, c'était un peu long, mais je pense qu'au bout d'un moment, sur des sujets un peu importants, il faut être capable de parler des choses pendant 43 minutes.